Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'exercice numéro 4 proposé à l'examen du baccalauréat 2010, session de rattrapage pour les branches sciences maths A et B. Alors cet exercice, il est composé de trois parties. La première partie, on considère une fonction f définie sur l'intervalle fermé borné 0, 1 par f de x égale 1 sur 1 moins ln de 1 moins x pour x supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1, et pour 1, son image c'est 0. Et on considère C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. La première question consiste à montrer que f est continu à gauche en 1. La deuxième question de la première partie, bien sûr, consiste à étudier la dérivabilité de f à gauche de 1. Pour la troisième question, il nous demande d'étudier la monotonie de la fonction f sur l'intervalle i, puis dresser son tableau de variation. La quatrième question, elle est divisée en deux petites questions, petit a et petit b. Pour la question petit a, on va montrer que la courbe C admet un unique point d'inflexion au point d'abscisse E-1 sur E. Pour petit b, on va tracer la courbe C avec bien sûr la demi-tangente au point d'abscisse 0. Alors l'indication donnée ici pour l'unité graphique, c'est que la norme de I est égale à la norme de J, bien sûr, est égale à 2 cm puisque c'est un repère orthonormé. Pour la cinquième question, on va montrer qu'il existe un unique alpha qui appartient à I tel que f de alpha est égal à alpha. Pour la sixième question, petit a, on va montrer que f est une bijection de I dans I. Et pour petit b, on va donner l'expression de f-1 de y pour tout y qui appartient à I. Pour la partie 2, on va étudier une suite d'intégrales. Alors, on prend I0, c'est somme de 0 à 1 f de t dt. Et pour tout entier naturel non nul n, on considère I indice n est égal à somme de 0 à 1 tn f de t dt. La question numéro 1 de la partie 2 nous demande de montrer que la suite IN est décroissante, puis on déduire qu'il est convergente. La question numéro 2 nous demande de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, IN est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1 sur n plus 1, puis on détermine la limite de la suite IN. Maintenant, pour la partie numéro 3, on va considérer sur un intervalle J soumis ouvert en 1 et fermé en 0, et pour tout entier naturel non nul n, on considère la fonction f0, f indice 0 de x est égale somme de 0 à x f de t dt. La fonction f indice n de x est égale somme de 0 à x t à la puissance n f de t dt. Et f de x, c'est somme de 0 à x f de t sur 1 moins t dt. Et la somme Sn est égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n de fk de x. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle suite de fonctions fn. Bien sûr, ce sont des fonctions définies par des intégrales. Pour la première question de la partie 3, il nous demande de montrer que quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à j, f de x moins Sn de x est égal à la somme de 0 à x tn plus 1 qui multiplie f de t sur 1 moins t dt. Pour la question petit 2 qui est divisée en deux petites questions petit a et petit b, pour la question petit a, il nous demande de montrer que la fonction qui est x faut correspondre à 1 moins x qui multiplie 1 moins ln de 1 moins x est strictement décroissante sur l'intervalle j. Pour la question petit b, il nous demande de déduire que la fonction qui a t fait correspondre f de t sur 1 moins t est strictement croissante sur l'intervalle 0x, et cela pour
tout x qui appartient à j. Pour la question 3, idem, il est divisé en deux petites questions. Petit a nous demande de montrer que quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à j, f de x moins Sn de x, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 1 sur n plus 2 qui multiplie 1 sur 1 moins x. Et pour la question petit b, on va déduire que pour tout x de j, on a la limite de Snx quand n tend vers plus l'infini est égale à f de x. Pour la dernière question petit 4, petit a nous demande de déterminer f de x pour tout x à part de j, et petit b nous demande de déterminer la limite de grand f de x quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1. Et voilà, c'est tout l'exercice concernant l'analyse. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice. Dans sa partie 1, on a la fonction f de x égale à 1 sur 1 moins ln de 1 moins x pour x supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1. Et f de 1 égale à 0. Il nous demande pour la question 1 de montrer que la fonction f est continue à gauche de 1. Alors pour cela, on va calculer la limite de f de x à gauche de 1. Il faut trouver qu'elle est égale à f de 1, c'est-à-dire est égale à 0. Or, limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est limite de 1 sur 1 moins ln de 1 moins x. Donc on va s'intéresser à la fonction au dénominateur. On commence par limite de ln de 1 moins x, quand x tend vers 1 moins. Alors pour un changement de variable qui est convenable, c'est t égale 1 moins x. Si x tend vers 1 moins, donc 1 moins x, elle tend vers 0 plus. Et par suite, limite de ln de 1 moins x quand x tend vers 1 moins, c'est limite de ln de t quand t tend vers 0 plus. Qui est égale à, bien sûr à moins l'infini, c'est une limite usuelle. Alors la fonction dénominateur tend vers moins l'infini. Le numérateur c'est 1 sur constante. D'où limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est 0. Et comme 0 est égal à f de 1, alors limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal à f de 1, d'où f est continue à gauche en 1. La deuxième question, on va étudier la dérivabilité à gauche en 1, bien sûr de f. Alors pour cela, on va prendre un x qui est strictement inférieur à 1 et supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire à gauche de 1, au voisinage à gauche de 1. On calcule tout d'abord le rapport f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal à 1 sur 1 moins ln de 1 moins x sur x moins 1. C'est 1 sur 1 moins ln de 1 moins x qui multiplie x moins 1. Ça veut dire que x moins 1 multiplié par 1, c'est x moins 1. Et moins x moins 1 ln de 1 moins x. On va remédier à écrire x moins 1, écrire 1 moins x au lieu de x moins 1 en corrigeant par un signe moins. Comme limite de 1 moins x, quand x tend vers 1 moins c'est 0 plus, c'est déjà trouvé. Et limite de 1 moins x, ln de 1 moins x quand x tend vers 1 moins, avec le même changement de variable que tout à l'heure, t est égal à 1 moins x et là t tend vers 0 plus parce que x tend vers 1 moins. On trouve limite de t ln de t quand t tend vers 0 plus qui est égal à 0 moins, qui est aussi une limite usuelle. D'où limite de moins, cette quantité moins, 1 moins x plus 1 moins x ln de x, qui est égal à 0 moins. Pourquoi? Parce que 1 moins x à gauche de 1 tend vers 0 plus, on les multiplie par moins, ça nous donne 0 moins. Et 1 moins x ln de 1 moins x, sa limite c'est 0 moins. Donc au dénominateur, on voit que cette quantité de dénominateur, bien cette fonction de dénominateur, elle tend vers 0 moins. D'où limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, x moins quand x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Cela montre que f n'est pas dérivable à gauche en 1. Pour la question petit 3, on va étudier la monotonie de f sur i et on dresse un tableau de variation. Alors, étudier la monotonie, c'est montrer que la fonction f est dérivable, calculer sa fonction dérivée, étudier le signe de la fonction dérivée et conclure sur la monotonie de f. Alors, pour cela, bien sûr, x est
non dérivable à gauche de 1, donc on va prendre x appartient à 0,1 ouvert en 1. On commence tout d'abord par la fonction 1 moins x. Elle est dérivable sur 0,1, c'est une fonction bien sûr polynôme. De plus, elle est strictement positive, c'est-à-dire elle prend ses valeurs dans R étoile plus, parce que x appartient à 0,1. Donc 1 moins x, elle est strictement positive. Et par suite, la fonction qui est x fait correspondre à ln de 1 moins x, elle est aussi dérivable sur 0,1, comme composée de la fonction logarithme népérien qui est dérivable sur R étoile plus, et 1 moins x qui est dérivable sur 0,1, de plus elle est strictement positive. Donc, la fonction qui est x faut correspondre à 1 moins ln de 1 moins x est dérivable sur 0,1. Et c'est la fonction qui est au dénominateur. Et il faut s'assurer maintenant qu'elle est différente de 0. Donc, on sait bien que 1 moins ln de 1 moins x, ne s'annule pas sur 0,1. Pourquoi c'est ln de 1 moins x moins 1 moins ln de 1 moins x égale à 0? Ça veut dire que ln de 1 moins x est égal à 1, ça veut dire 1 moins x est égal à 1. Donc x n'est pas 0. Donc on ne peut pas... pardon, je m'excuse. Donc f, cette quantité n'est pas nulle parce que c'est le point E, il est en dehors de 0,1. Et par suite, comme il ne s'annule pas sur 0,1, donc son inverse, elle est dérivable sur 0,1. Une fonction dérivable non nulle, son inverse est dérivable sur l'intervalle où elle est non nulle, où elle est dérivable. Et par conséquent, pour tout x appartient à 0,1, on calcule f' de x. Donc il suffit de rappeler ici qu'une fonction 1 sur u', c'est moins u' sur u au carré. Donc, la dérivée, donc voilà le signe moins, tout d'abord, et la dérivée de 1 moins ln de 1 moins x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins ln de 1 moins x, on dérive tout d'abord ce qui est à l'intérieur de la fonction logarithme, on obtient moins 1, avec moins c'est plus, donc 1 sur 1 moins x, donc c'est moins 1 sur 1 moins x, sur 1 moins ln de 1 moins x au carré. On va faire descendre 1 moins x au dénominateur ici, mais puisque ici non ici moins, il devient x moins 1. Donc 1 sur x moins 1 sur 1 moins ln de 1 moins x au carré. Donc c'est la forme la plus simple, la plus simplifiée de f' de x pour qu'on puisse étudier son signe. Et voilà, quel que soit x appartient à 0,1 ouvert en 0, f' de x est égal à 1 sur x moins 1 qui multiplie 1 moins ln de 1 moins x au carré. Et on remarque bien que le signe de f' de x sur 0,1 est celui de x moins 1, parce que cette quantité elle est strictement positive. Or, x moins 1 sur 0,1, il s'annule cette quantité au point 1, donc à gauche de 1, il est strictement négatif, d'où, quel que soit x appartient à 0,1, f' de x est strictement négatif, ce qui montre que la fonction f est strictement décroissante sur 0,1. Et voilà le tableau de variation demandé. Il est strictement négatif. Il décroît de 1 jusqu'à 0. 1, c'est une valeur éventuelle de 0 par la fonction f. Et ce 0 ici, c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Ce moins l'infini qu'on a écrit ici, on a ici, regardez, il est non dérivable à gauche de 1. Pour la question 4 petit a, on va montrer que C admet un unique point d'inflexion au point d'abscisse e-1. Pour cela, il suffit de calculer la dérivée seconde et de chercher le point de nullité de la dérivée seconde. Et vous voyez, on voit, c'est il change de signe. Alors ce n'est pas la peine de répéter les propriétés de la dérivabilité, pourquoi elle est dérivable sur 0,1, c'est déjà fait. Donc on ne questionne pas les élèves au baccalauréat chaque fois qu'on veut trouver une fonction dérivée, il faut justifier la dérivabilité de la fonction. C'est déjà fait une fois, donc l'élève il connaît bien ces pratiques, mais maintenant elle est dérivable sur 0,1, de la même raison, même opération sur les fonctions dérivées. On commence à calculer
la dérivée seconde qui est la dérivée de la dérivée première. Et la dérivée première, comme on le voit ici, c'est 1 sur cette quantité, cette fonction. Donc, c'est moins, de la même manière, c'est moins la dérivée de cette fonction. Or, cette fonction, c'est le produit, par exemple, maintenant, U fois V au carré. Donc, sa dérivée, c'est quoi? C'est E' V au carré, plus la dérivée de, c'est U, plus la dérivée de V au carré, c'est quoi? C'est 2 V', V. C'est 2 V', V. V au carré, 2 moins 1, c'est cette formule. On va l'appliquer ici pour calculer la dérivée seconde. Alors, voilà le signe moins. On dérive x moins 1 donne 1, on va le multiplier par 1 moins ln de 1 moins x au carré, plus 2 fois x moins 1 qui multiplie la dérivée de 1 moins ln de 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins x, et qui multiplie 1 moins ln de 1 moins x à la puissance de moins 1, c'est 1. Remarquons ici qu'on a 1 moins x et x moins 1, on va simplifier, mais on va corriger avec un signe moins. Donc il faut faire attention, ici c'est un signe moins. Mais ce moins qui est en dehors de la parenthèse, lorsqu'on fait entrer le moins à l'intérieur de la parenthèse, il nous donne plus. Et moins par 1 moins ln de 1 moins x carré, c'est moins 1 moins ln de 1 moins x carré plus 2, 1 moins ln de 1 moins x. Bien sûr, ici, c'est le carré de dénominateur. Donc, on obtient x moins 2 au carré, 1 moins ln de 1 moins x à la puissance 4. Maintenant, on remarque que 1 moins ln de 1 moins x est un facteur en commun pour la fonction numérateur. Donc, c'est 1 moins ln de 1 moins x, facteur de moins 1 moins ln de 1 moins x, plus 2. Et en simplifiant par 1 ln de 1 moins x qui est différent de 0, c'est déjà vu, on obtient ln de 1 moins x plus 2 moins 1, c'est ln de 1 moins x plus 1 sur x moins 1 au carré, qui multiplie 1 moins ln de 1 moins x au carré. Or, déjà vu que 1 moins ln de 1 moins x est strictement positif, donc le signe de f' de x, de f seconde de x est celui de 1 plus ln de 1 moins x, ici le carré est toujours positif. Donc, en faisant cette remarque, le signe de f seconde de x sur 0,1 est celui de 1 plus 1 ln de 1 moins x. Alors maintenant, on va chercher tout d'abord le point de nullité de f seconde. Donc f seconde de x s'annule, c'est seulement si 1 plus 1 ln de 1 moins x égale à 0. Et voilà des équivalences successives pour une telle équation qui est simple, logarithmique. On trouve qu'elle s'annule au point a moins 1 sur a. Et pour x strictement supérieur à moins 1 sur a, c'est-à-dire à droite de ce point, on a x strictement supérieur à 1 moins a moins 1, et sur s c'est 1, moins 1 sur s c'est moins a moins 1. En faisant passer x de ce côté, on obtient moins x plus 1 inférieur à et moins 1. Et bien sûr, et moins 1 dans l'autre côté, moins 1 et moins 1. Alors, on a 1 moins x est strictement positif, donc en faisant entrer la fonction logarithme aux deux membres de l'inégalité, on obtient ln de 1 moins x inférieur à moins 1, c'est-à-dire 1 plus ln de 1 moins x strictement négatif. Et par contraposé, on trouve que si x est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à moins 1 et 1 plus ln de 1 moins x strictement positif. Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on a? F seconde s'annule en ce point en changeant de signe. Donc, le point d'abscisse est moins 1 sur a est bien un point d'inflexion pour la courbe C. Pour la question petit b, il nous demande de dessiner, de représenter graphiquement la fonction f. Alors, avant de faire la représentation graphique, il faut faire ces deux remarques. D'après la question 2, c'est-à-dire sur la dérivabilité de la fonction à gauche, de la fonction f à gauche de 1, on a trouvé qu'elle n'est pas dérivable et le taux à gauche de 1 admet une limite moins l'infini. Ça veut dire que la courbe CF admet une demi-tangente verticale à gauche de ce point, voilà, 1, 0, dirigée vers le haut, la voici qui est en bleu. Et comme f est dérivable à gauche en 0, alors C admet une demi-tangente à droite de 0,1. Sa pente c'est, pardon, c'est pas à gauche, c'est à droite, je m'excuse. Alors, ici à droite
hop là, à droite, en 0. Alors CF admet demi-tangente à droite de ce point de pente f'd de 0 est égal à moins 1. Il suffit qu'on remplace 0 dans l'expression de la fonction dérivée. On voit bien que la demi-tangente, elle est descendante ici. C'est moins 1. La pente, c'est moins 1. Et voilà notre courbe qui est faite avec GeoGebra. On a respecté un petit peu l'unité graphique, c'est 2 cm. Donc, on voit que la fonction, notre fonction f, elle est toujours positive et strictement décroissante. Pour la question 5, on va montrer qu'il existe un unique alpha qui appartient à i, tel que f de alpha est égal à alpha. Pour cela, on considère une fonction auxiliaire g définie sur i par g par f de x moins x. Alors, remarquons, puisque notre fonction f est continue et dérivable, la fonction qui est x faut correspondre à moins x est continue et dérivable sur l'intervalle i, où la fonction f est définie. Alors g, elle est continue et dérivable. Sa fonction dérivée, c'est quoi? C'est f' de x moins x. Et comme f' de x est strictement négatif, f' de x moins 1, alors g' de x est aussi strictement négatif, donc il est décroissant. Ou bien, il suffit de faire la remarque que g c'est la somme de deux fonctions. F c'est déjà vu qui est strictement décroissante, et la fonction qui est x correspondant à x est aussi une fonction strictement décroissante. Donc leur somme reste aussi strictement décroissante. Voilà, comme somme de deux fonctions strictement décroissantes sur i, pour changer un petit peu les réponses. Et comme g de 0 est égal à f de 0 est égal à 1 qui est strictement positif, et g de 1 est égal à f de 1 moins 1 qui est égal à moins 1 strictement négatif, alors en rassemblant ces trois propriétés, g continue sur i, est strictement décroissante sur i, et le produit de g de 0 par g de 1 est strictement négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que l'équation g de x égale à 0, c'est-à-dire f de x égale à x, admet une solution unique alpha qui appartient à 0,1. Pourquoi ici ouvert 0,1? Puisque si alpha est égal à 0, on n'aura pas g de 0 est égal à 0, c'est-à-dire f de 0 est égal à 0. Et si alpha est égal à 1, on ne peut pas avoir f de 1 est égal à 1. Regarde ici. Je m'excuse. Alors, on ne peut pas avoir ici g de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1. Donc, comme 0,1 ouvert est inclus dans l'intervalle fermé, on a le droit de dire qu'il existe un unique alpha qui appartient à i tel que f de alpha est égal à alpha. C'est un point fixe. Petit b, petit a montrant que f est une bijection de i dans i. Ici, pour la réponse à cette question, il suffit de parler de la continuité et la stricte monotonie. Déjà, on a f est continu, en plus, il est strictement décroissant sur i, et par suite, c'est une bijection de i vers f de i. F de i, on peut le donner directement à partir de table de variation, c'est 0,1 aussi. Ou, il suffit de calculer directement l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue, mais en tenant compte qu'elle est strictement décroissante, on calcule les images aux bornes et on change l'ordre. Donc, c'est f de 1, f de 0 qui est égal à 0,1. La question B, déterminer f moins 1 de y pour tout y appartient à i. Tout d'abord, on commence par y égale à 0. Si y égale à 0, on a bien f moins 1 de 0 est égal à 1 parce que f de 1 est égal à 0. Comme f de 1 est égal à 0, alors f moins 1 de 0 est égal à 1. Donc pour 0, c'est déjà calculé. On passe maintenant, si y appartient à i, avec y différent de 0. Alors, soit y appartient à i, y différent de 0, et on prend x appartient à i avec x différent de 1, puisque pour x est égal à 1, y est 0, c'est déjà fait. On a f moins 1 de y, f moins 1 de y est égal à x, c'est équivalent successivement à là. Il suffit de remplacer, le but c'est de calculer x en fonction de y. Alors, on a y est égal à f de x, c'est-à-dire y est égal à 1 sur 1 moins n de 1 moins x,
c'est équivalent 1 est égal y en multipliant ici par 1 moins ln de 1 moins x par y, qui est strictement positif. Donc, y moins y ln de 1 point x équivaut à y ln de 1 moins x égale y moins 1, etc. etc. Qu'est-ce qu'on trouve en finale? Que x est égal à 1 moins exponentielle de y moins 1 sur y. Alors ici, 1 moins x est strictement positif, pour qu'on puisse faire entrer logarithme népérien. Donc, f moins 1 de y est égal à 1 moins exponentielle de y moins 1 sur y, pour y appartenant à i moins 0. Et si y est égal à 0, on a trouvé que f moins 1 de 0 est égal à 1, d'où l'expression f moins 1 de y, pour y compris entre 0 et inférieur ou égal à 1, c'est celle-là, et pour 0, c'est 1. On passe maintenant à la partie 2. On va étudier une suite d'intégrales. On a in égale somme de 0 à 1 t à la puissance n f de t dt, où n appartient à l'étoile, et i0 égale somme de 0 à 1 f de t dt. On va montrer que la suite in est décroissante et on va déduire qu'elle est convergente. Pour cela, soit n dans n, calculons n plus 1 moins in, est égal somme de 0 à 1, t à la puissance n plus 1, f de t c'est n plus 1, moins somme de 0 à 1, tn f de t. Et d'après les propriétés de l'intégrale et surtout la linéarité, on peut dire qu'elle est égale à somme de 0 à 1, t à la puissance n, lorsqu'on retranche en tn plus 1 f de t et tn f de t, on va factoriser par tn, on obtient tn facteur de t moins 1 f de t dt. Or, la fonction t qui correspond à t à la puissance n t moins 1 f de dt, elle est continue comme produit de trois fonctions continues. De plus, on a f de t, elle est positive. Et si t compris entre 0 et 1, alors t moins 1, elle est négative. Et t à la puissance n, elle est positive. Donc, cette fonction, elle est négative. Elle est continue, bien sûr, elle est négative sur 0, 1. Donc, n plus 1 moins n inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire n plus 1 inférieur ou égal à n. Donc, quel que soit n dans n, n plus 1 inférieur ou égal à n, ce qui prouve que notre suite in pour n supérieur ou égal à 0 est décroissante. Alors, pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de prouver qu'elle est minorée. Et voilà, pour n appartient à n, on a t à la puissance n f de t, il est compris entre 0 et 1, f de t compris entre 0 et 1, multiplié par tn aussi qui est positif, et t compris entre 0 et 1, donc t à la puissance n compris aussi entre 0 et 1, donc on multiplie au membre à membre ici, on obtient ce résultat. Alors, on passe à l'intégrale, d'après les propriétés de l'intégrale et d'ordre, on trouve que in, l'intégrale de t à la puissance n f de t dt entre 0 et 1, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 0. En conclusion, on a bien quel que soit n dans n, in est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que la suite in est minorée par 0. En conclusion, on a eu une décroissante et minorée par 0, d'où elle est convergente. Pour la question 2, son objectif c'est de calculer la limite de in. Alors pour cela, il nous demande de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, in est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Largement bien sûr. Alors pour cela, on va prendre un n appartient à n, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Alors sur 0, 1, on a f de t compris entre 0 et 1, c'est déjà vu. On va multiplier les trois membres de cette double inégalité par t à la puissance n qui est positive. L'ordre ne change pas, on obtient cela. Et d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on déduit que 0 inférieur ou égal à la somme de 0 à 1 t à la puissance n f de t dt inférieur ou égal à la somme de 0 à 1 t à la puissance n dt. Or, cette intégrale, c'est simple à calculer parce que une primitive de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, en calculant, on trouve que in compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Si t est égal à 1, c'est 1. À la puissance n plus 1, c'est 1 sur n plus 1. C'est pour 0, c'est 0. Donc, quel que soit n dans n, on a
0 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. J'ai noté ici étoile pour l'utiliser lors du calcul des limites de in. Alors c'est dans la même question bien sûr. Et pour calculer la limite de n, on va utiliser cette relation. Cette relation, bien sûr, avec les critères de convergence de suite. Comme limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini égale à 0, et celle-là c'est 0, donc d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de n égale à 0. Voilà, le tour est fait pour la partie numéro 2 et l'étude de cette suite définie par des intégrales. Maintenant, la partie 3, on va étudier encore une suite des fonctions définies par des intégrales. Pour cela, on a un intervalle j qui est égal à 0,1 ouvert en 1, et n appartient à une étoile. Pour calculer fn de x, c'est somme de 0 à x tn f de t dt. Et pour n égale à 0, on a 0 somme de 0 x f de t dt. Et f de x, c'est somme de 0 à x f de t sur 1 moins t dt. Et puis la somme Sn, c'est la somme des fk de k variant de 0 à n. Grand fk bien sûr. Pour la question 1, on va montrer que quel que soit n dans n, quel que soit x appartient à g, f de x moins Sn de x est égal à somme de 0 à x t à la puissance 1 plus 1 f de t sur 1 moins t de t. Alors, pour cela, j'ai divisé ce travail en deux parties, mais pour n égale à 0, c'est simple à vérifier. On va prendre n appartient à une étoile. Pourquoi cette remarque? Puisque si k égale à 0, c'est n est égal à 0, Sn de x est égal à f0 de x. Donc, on ne va pas utiliser le symbole sigma, on va la traiter individuelle. Bon. Alors, soit n appartient à une étoile, soit x appartient à g, on a f de x moins Sn de x est égal à somme de 0 à x, f de t de t moins de t moins sigma de f. On a remplacé fk de x égale par somme de 0 à x et t à la puissance k f de t de t. Alors, ce terme, c'est la somme des intégrales, et d'après les propriétés de la linéarité des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Donc, c'est somme de 0 à x, f de t sigma, puisque f de t ici ne dépend pas de k, donc elle reste uniquement t à la puissance k. Et regardons ici ce sigma de t à la puissance k variant de 0 jusqu'à n, est égal à 1 plus t plus etc. plus t à la puissance n. Donc c'est la somme de quoi? De n premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes dont la somme c'est 1 et de raison t, et t est différent de 1. Donc cela est égal à 1 moins t à la puissance le nombre de termes, ici de 1, c'est à la puissance 0 jusqu'à n, c'est n plus 1, pardon, c'est n plus 1 sur 1 moins t. Alors, on a remplacé sigma de t à la puissance k par 1 moins t à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins t, puisque t est différent de 1, qui multiplie f de t. Et aussi, encore une fois, d'après les propriétés de la linéarité de l'intégrale, elle est égale à somme de 0 à x, f de t 1 moins t à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins t, f de t. En factorisant par f de t, qui est un facteur commun, on obtient celle-là, qui est égale à celui-là. D'où notre résultat, elle est vrai pour n appartient à une étoile. Et si n égale à 0, il reste aussi vrai de la même manière, on trouve qu'elle est vraie. Et par suite, quel que soit n dans n, quel que soit x appartient à g, f de x moins Sn de x est égal à somme de 0 à x, tn plus 1, f de t sur 1 moins t de t. Maintenant, pour la question petit a de la question petit 2, on veut montrer que la fonction que 1 moins x qui multiplie 1 moins ln de 1 moins x est strictement décroissante sur j. J'ai noté cette fonction par u. On a bien que u, elle est dérivable sur j. Et pour tout x appartient à j, et prime de x, c'est la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, qui multiplie 1 moins ln de 1 moins x. Puis la somme de 1 moins x, qui multiplie la dérivée de 1 moins ln de 1 moins x,
c'est déjà trouvé cette dérivée qui est égale à 1 sur 1 moins x. En remarquant qu'on a ici 1 moins x qu'on simplifie, x est différent, 1 moins x différent de 0, on trouve qu'elle est égale à moins 1 plus ln de 1 moins x plus 1 qui est égal à ln de 1 moins x. Donc, quel que soit x appartient à j, e' de x est égal à ln de 1 moins x. Et on a sur j, e' de x est nul si seulement si x est égal à 0. Donc, la dérivée e' de x s'annule en un seul point, 0, on dit que c'est un point isolé. Et si x compris entre 0 et 1, alors 1 moins x il est compris entre 0 et 1, d'où e' de x est strictement négatif. Et par suite, u est strictement décroissante sur j. Pour la question petit b, on va déduire de là que la fonction t qui a tête faut correspondre à f de t sur 1 moins t est strictement croissante sur 0x pour tout x appartient à j. J'ai noté maintenant cette fonction par v. Alors soit x appartient à j, on a pour tout t appartient à 0x, v de t, on va le réécrire sous la forme en fonction de u de t. Alors, v de t, c'est f de t sur 1 moins t qui est égal à 1 sur 1 moins t qui multiplie 1 moins ln de 1 moins t qui n'est autre que u de t déjà étudié dans la question petit b, on a montré qu'elle est strictement décroissante sur j. Alors, comme u est strictement décroissante sur j, alors elle est aussi sur 0x pour tout x qui appartient à j. D'où v est strictement croissante. C'est l'inverse d'une fonction qui est strictement décroissante. Donc, elle est strictement croissante sur 0x. Et voilà, on peut le faire même avec la fonction dérivée, mais ça, on va gaspiller du temps et on va plonger dans les calculs de la dérivée. Pour la question petit a, montrons que quel que soit n dans n, quel que soit x appartient à j, grand f de x moins Sn de x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n plus 2 qui multiplie 1 moins x. Alors pour cela, on va prendre un n qui appartient à n et un x quelconque qui appartient à j. De la question 1.3, on sait que fn de x moins Sn de x, pardon, f de x moins Sn de x, c'est somme de 0 à x, t à la puissance n plus 1 qui multiplie f de t 1 moins t de t. Donc de la question 1 de la partie 3. Et de la question 2 petit b, grand 3 aussi, on sait que la fonction v est croissante sur 0x. Donc pour tout t qui appartient à 0x, on a t appartient à 0x, ça veut dire t est supérieur ou égal à 0. Et quand v est croissante, alors v de 0, il est inférieur ou égal à v de t. Et v de 0 est égal à 1. Et v de t, c'est f de t sur 1 moins t. Et comme t à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 0, alors on va multiplier ici les deux membres 1 et f de t sur 1 moins t par tn plus 1. Donc on obtient tn plus 1, t à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à t à la puissance n plus 1, f de t sur 1 moins t. Et comme t à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 0, donc on a cette double inégalité. Donc toujours par les mêmes raisons de la linéarité, des propriétés de l'intégrale et l'ordre, on trouve que 0 inférieur ou égal à somme de 0 à x, tn plus 1, f de t sur 1 moins t, de 0 jusqu'à là. C'est-à-dire que f de x moins Sn de x, elle est positive. On va noter cette relation par 1, bien sûr résultat par 1. D'autre part, on sait que f de t compris entre 0,1 sur 0,1, en particulier sur 0x, puisque x inférieur strictement 1. Et sur 0x, on a t compris entre 0x, cela entraîne que 1 moins t, il est supérieur ou égal à 1 moins x, qui est à son tour strictement positif, inférieur est égal à 1. Donc on peut inverser 1 moins t et 1 moins x, on obtient 1 sur 1 moins t, il est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x. En multipliant les deux membres par t à la puissance n plus 1 qui est positif, on conserve l'ordre. Donc t plus 1 sur 1 moins t, inférieur ou égal à t plus 1 sur 1 moins x. D'où t plus 1 sur 1 moins t f de t, il est inférieur ou égal à t plus 1 sur 1 moins x. On a multiplié ces deux membres, voilà, par f de t inférieur ou égal à 1, membre à membre. On a multiplié f de t par t plus 1 moins t, on a obtenu cela.
On a multiplié 1 par t plus 1, on a obtenu cela. Donc, par passage à l'intégrale et d'après les propriétés de l'intégrale et l'ordre, on a l'intégrale somme de 0 à x t à la puissance n plus 1 sur 1 moins t dt, pardon. Il est inférieur ou est égal à somme de 0 à x t n plus 1 sur 1 moins x dt. Or, 1 sur 1 moins x, elle ne dépend pas de t, donc c'est une constante si vous voulez par rapport à t, donc on va la faire sortir en dehors de l'intégrale. Elle reste l'intégrale somme de 0 à x de tn plus 1. Et tn plus 1, c'est simple à calculer sur une primitive, c'est tn plus 2, t à la puissance n plus 2 sur n plus 2, donc pris entre 0 et x. Donc il est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x, on remplace x par t, on remplace t par x, on obtient x à la puissance n plus 2 sur n plus 2, pour 0 c'est 0. Donc c'est x à la puissance n plus 2 divisé par n plus 2. Et comme x est strictement inférieur à 1, alors x à la puissance n plus 2 est inférieur à 1, et par suite, cette quantité elle est majorée par 1 sur 1 moins x qui multiplie 1 sur n plus 2. Donc, fn de x moins sn de x il est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x qui multiplie 1 sur n plus 2, cette relation qu'on a notée par 2. Donc, finalement, de 1 et 2, on déduit le bon cadrement demandé, c'est que quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à j, f de x moins sn de x, elle est supérieure ou égale à 0, inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x qui multiplie 1 sur n plus 2. Alors, cette relation va nous permettre de calculer la limite de Sn de x. C'est ce qu'on nous demande dans la question B. Déduire que quel que soit x appartient à g, limite de Sn de x, quand n tend vers plus l'infini, est égal à f de x. Alors, soit x appartient à j fixé, en utilisant le résultat de cette question et les critères de convergence des suites, celle-là. Alors, on a ici la limite de 0, c'est 0, et la limite de cette quantité, elle est aussi égale à 0. Pourquoi? Tout d'abord parce que 1 sur 1 moins x, c'est un nombre réel. Ok, c'est un nombre réel. Il est fini. Et la limite de 1 sur n plus 2 quand n tend vers plus l'infini, égale à 0. 0 qui multiplie un nombre réel, elle vaut 0. Donc cette quantité, elle tend vers 0 et celle-là tend vers 0. Alors, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite de f de x moins Sn de x égale à 0, c'est-à-dire limite de Sn de x est égale à f de x. Donc, Sn, lorsqu'un tend vers plus l'infini, c'est grand F de x. Pour la question 4 petit a, et je crois c'est la question qui est facile et qui est difficile. Donc il suffit de faire des remarques. Si on fait la bonne remarque, on trouve le résultat. Sinon, on va essayer de tâtonner et de perdre le temps. Alors, soit x appartient à j, on a grand F. Le but de la question, c'est calculer grand F de x pour tout x appartient à j. Alors, soit x appartient à j, on a grand F de x égale somme de 0 à x f de t sur 1 moins t dt. Donc, pour tout t qui appartient à 0x, on a ft sur 1 moins t, c'est 1 sur 1 moins t, puisque f de t, c'est 1 sur 1 moins ln de t. Donc, c'est 1 sur 1 moins t qui multiplie 1 sur ln moins t. Alors, j'ai multiplié ici cette quantité par 1 moins ln de 1 moins t, et ici j'ai élevé au carré. Alors, 1 moins ln de 1 moins t, c'est quoi? C'est l'inverse de f de t, c'est 1 sur f de t. Et cette quantité, c'est déjà trouvé lors de la calcul de la fonction dérivée, mais avec la simple remarque qu'on a ici, c'est pas 1 moins t, c'est t moins 1. Donc, je l'ai corrigé par 1 moins 1. Donc, on obtient que f de t sur 1 moins t, c'est moins f' de t sur f de t. Alors, cette forme, elle admet une primitive banale et évidente, c'est ln de valeur absolue de f de t. C'est une dérivée logarithmique. Donc, somme de 0 à x f de t sur 1 moins t dt est égal à moins somme de 0 à x f' de t f de t. Comme j'ai dit tout à l'heure, que f' sur f de t, c'est une dérivée logarithmique. Il admet comme primitive ln de la valeur absolue de f de t. Donc, c'est moins ln de la valeur absolue de f de t pris entre 0 et x, qui est égal à moins ln de f de t. On sait que f de t, elle est positive, donc elle est égale à sa valeur absolue. Donc, c'est moins ln de f de x, moins ln de f de 0.
f il est positif. Et comme f de 0 est égal à 1, ln de 1 c'est 0, donc il reste moins ln de f de x, qui est égal à ln de 1 sur f de x, qui est égal à ln de 1 moins ln de 1 moins x. C'est 1 sur f de x, c'est 1 moins ln de 1 moins x. Donc, quel que soit x appartient à j, f de x est égal à ln de 1 moins ln de 1 moins x. Donc, si on ne fait pas cette remarque, on ne peut pas arriver à ce résultat. Et la dernière question, on veut donner la limite ou bien calculer la limite de grand f de x à gauche de 1. Alors, comme précédemment, lors des premières questions de la partie 1, on a 1 moins x tend vers 0 plus, donc ln de 1 moins x tend vers moins l'infini, avec 1 moins c'est plus l'infini, donc limite de 1 moins ln de 1 moins x c'est plus l'infini, et par suite ln de cette quantité, elle va tendre vers plus l'infini, et voilà la fin de la correction de cet examen. Bon courage, n'hésitez pas à m'envoyer des remarques, vos suggestions, vos questions pour qu'on puisse avancer pour le mieux de nos élèves et pour un partage fructueux avec les collègues enseignants. Merci à toutes et à tous.